Dans le jardin d'un manoir luxueux, une fillette pieds nus apparaît en traînant un sac noir, attirant l'attention de tous. Son geste innocent mais désespéré attire l'attention du propriétaire qui l'observe stupéfait par la fenêtre. En ouvrant le sac, il découvre quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Une supplication silencieuse à l'aide. À partir de ce moment-là, sa vie change à jamais. Si vous aimez les bonnes histoires, merci de vous abonner à notre chaîne et de commenter d'où vous venez. On continue. Le soleil de juin caressait les toits de Neuilly-sur-Seine, ce quartier cossu aux portes de Paris où les fortunes s'étalaient sans pudeur. Dans cette enclave privilégiée, les résidences somptueuses se dressaient fièrement derrière des grilles en fer forgé, comme des forteresses modernes, gardant jalousement leurs trésors. C'était précisément vers l'une de ces demeures, la plus imposante de l'avenue, que se dirigeait une petite silhouette. Élodie Moreau, 6 ans à peine, avançait d'un pas hésitant sur le trottoir immaculé. Ses pieds nus, couverts de poussière, contrastaient violemment avec le marbre poli des bordures. Sa robe, autrefois rose, avait pris une teinte indéfinissable après trop de lavage et de raccommodage. Mais ce qui frappait davantage, c'était l'énorme sac noir qu'elle traînait derrière elle. Un sac presque aussi grand qu'elle, visiblement lourd qu'elle tirait avec une détermination bouleversante. Les passants la regardaient avec étonnement, parfois avec inquiétude, mais personne ne s'arrêtait. Dans ce quartier où l'on prétendait que même les balayeurs portèrent des cravates, cette apparition semblait sortie d'un autre monde. Élodie n'y prêtait pas attention. Son regard était fixé sur la grande maison au bout de l'avenue, celle dont tout le monde parlait, celle qui appartenait à l'homme le plus riche du quartier, peut-être même de tout Paris, Monsieur Alexandre. Beaumont. Encore un peu, juste un peu plus loin, murmurait-elle pour se donner du courage, ses petites mains rougies par l'effort de tirer ce fardeau trop lourd pour elle. À mesure qu'elle approchait de la propriété Beaumont, l'opulence devenait presque intimidante. Le portail majestueux, les caméras discrètes mais omniprésentes, les jardins parfaitement entretenus, où chaque fleur semblait avoir été placée au millimètre près. 2 gardes du corps en costume sombre se tenaient de part et d'autre de l'entrée, leur présence silencieuse mais dissuasive. L'un d'eux, Laurent, remarqua la petite fille en premier. Il fronça les sourcils, intrigué par cette apparition. Incongru. Son collègue Mathieu suivit son regard et se raidit imperceptiblement. « Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là » murmura Mathieu en portant la main à son oreillette, prêt à signaler l'intrusion. « Attends, » répondit Laurent, observant la détermination presque adulte qui se lisait sur le visage enfantin. « Elle est seule. Regarde, il n'y a personne avec. »« Elle » Élodie s'arrêta devant le portail, le souffle court, épuisé par l'effort. Son petit corps tremblait, mais son regard restait fixe, déterminé. Avec une assurance surprenante pour son âge, elle s'approcha de l'interphone et se hissa sur la pointe des pieds pour appuyer sur le bouton. À l'intérieur de la demeure, Alexandre Beaumont terminait une visioconférence avec des investisseurs de Hong Kong. À 52 ans, il dirigeait l'un des plus grands groupes de luxe français, un empire bâti sur l'héritage familial qu'il avait su faire fructifier au-delà de toutes les espérances. Divorcé, sans enfant, il vivait seul dans cette résidence démesurée, entouré d'œuvres d'art et d'un personnel nombreux et discret. « Monsieur » l'interrompit la voix de Juliette, sa gouvernante, à travers l'interphone. « Pardonnez-moi de vous déranger, mais il y a une situation inhabituelle à l'entrée. » Beaumont soupira, agacé par cette interruption. « Je suis en pleine négociation, Juliette. Ça ne peut pas attendre. »« C'est une enfant, monsieur, une petite fille, seule. Elle insiste pour vous parler personnellement et refuse de partir. Elle a l'air désespérée. » Quelque chose dans la voix habituellement impassible de Juliette attira l'attention de Beaumont. Il jeta un coup d'œil à l'écran de sécurité intégré dans son bureau et aperçut la silhouette frêle d'Élodie. Ce qui le frappa immédiatement, ce fut le contraste saisissant entre cet enfant visiblement issu d'un milieu défavorisé et le cadre luxueux qui l'entourait. Et puis, il y avait ce sac noir, disproportionné, qu'elle agrippait comme s'il contenait un trésor. « Qu'est-ce qu'elle veut » demanda-t-il soudain curieux. « Elle refuse de le dire à quiconque sauf à vous, monsieur. Elle dit que c'est une question de vie ou de... Enfin, que c'est très urgent. » Beaumont hésita. Il n'était pas homme à se laisser facilement détourner de ses objectifs, et pourtant quelque chose dans cette scène l'interpellait. Peut-être était-ce l'incongruité de la situation,
ou peut-être un instinct plus profond qu'il ne soupçonnait pas posséder. « Faites-la entrer », décida-t-il finalement. « Mais restez avec elle. Je descendrai dans quelques minutes. » Pendant ce temps, à l'extérieur, Laurent s'était approché d'Élodie avec précaution, comme on s'approche d'un animal sauvage qu'on craint d'effrayer. « Bonjour, petite. Tu es perdue ?» demanda-t-il d'une voix qu'il voulait rassurante. Élodie secoua la tête, ses yeux bleus déterminés malgré la fatigue évidente. « Je dois voir Monsieur Beaumont. C'est très important. S'il vous plaît. » Sa voix était claire, articulée, contrastant avec son apparence négligée. Une voix qui trahissait une éducation soignée, en décalage avec ses vêtements usés et ses pieds nus. « Et qu'est-ce que tu as dans ce grand sac ?» demanda Mathieu plus méfiant. Élodie resserra son emprise sur le sac. « C'est pour Monsieur Beaumont, seulement pour lui. » L'interphone grésilla à cet instant. « Laissez-la entrer, » ordonna la voix de Juliette. « Monsieur va la recevoir. » Et ainsi. Deux gardes échangèrent un regard surpris. Il était rare que Beaumont accepte de recevoir qui que ce soit sans rendez-vous préalable, encore moins une enfant inconnue. Laurent haussa les épaules et activa l'ouverture du portail. « Viens, petite, je vais t'accompagner. » Élodie franchit le seuil de la propriété avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle traînait toujours son sac, refusant l'aide proposée par Laurent. Autour d'elle, le jardin s'étendait comme un paysage de contes de fées, fontaines murmurantes, statues de marbre, parterres de roses savamment agencés. Un monde aussi éloigné du sien que pouvait l'être la lune de la terre. Dans le hall majestueux de la demeure, Juliette attendait, le visage empreint d'une curiosité qu'elle tentait de dissimuler sous un masque professionnel. Grande, élégante, dans son tailleur gris-perle, elle incarnait la perfection du personnel de maison haut de gamme. « Bonjour ma petite, » dit-elle doucement. « Comment t'appelles-tu »« Élodie. »« Élodie Moreau, » répondit la fillette, les yeux parcourant avec stupéfaction le hall aux proportions démesurées, les tableaux de maître accrochés au mur, le lustre en cristal qui diffusait une lumière douce. « Et tu viens d'où, Élodie ?»« De Clichy, » répondit-elle simplement, nommant l'un des quartiers populaires de la périphérie parisienne, à des années-lumière de l'opulence de Neuilly. « Tu es venue toute seule jusqu'ici » s'étonna Juliette, réalisant soudain la distance, parcourue par l'enfant. Élodie hocha la tête. « J'ai pris le bus puis j'ai marché, j'avais l'adresse. Maman disait toujours que Monsieur Beaumont pourrait nous aider si... » Sa voix se brisa, et pour la première fois, l'assurance qu'il avait portée jusque-là sembla vaciller. Une larme unique roula sur sa joue sale, laissant une trace claire comme un sillon dans un champ. Des pas résonnèrent dans l'escalier, monumental. Alexandre Beaumont descendait, imposant dans son costume 3 pièces bleu marine, son visage aux traits acérés, encadré par des cheveux poivre et sel coupés courts, ne trahissait aucune émotion. Seuls ses yeux, d'un gris presque métallique, révélaient une curiosité non feinte. « Voilà donc notre mystérieuse visiteuse », dit-il en s'approchant, s'arrêtant à quelques pas d'Élodie. La petite fille leva la tête pour le regarder, impressionnée mais pas intimidée. Quelque chose dans sa posture évoquait une maturité bien au-delà de ses 6 ans, comme si les circonstances l'avaient forcée à grandir trop vite. « Monsieur Beaumont, » dit-elle avec un respect sincère, « je m'appelle Élodie Moreau. Ma maman, elle travaillait pour vous avant. Elle s'appelle Claire Moreau. Elle disait que vous étiez un homme bon. » Alexandre fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. Le nom lui disait vaguement quelque chose, mais il employait tant de personnes à travers ses nombreuses entreprises. « Et qu'est-ce qui t'amène ici, Élodie » demanda-t-il, sa voix adoucie malgré lui face à cet enfant au courage évident. « Là. » Petite fille jeta un regard vers son sac noir, puis de nouveau vers Beaumont. Ses yeux se remplirent de larmes, mais sa voix resta étonnamment ferme. « C'est mon petit frère, monsieur. Il est très malade. Maman aussi, et il n'y a personne d'autre pour nous aider. » Elle s'agenouilla près du sac et, avec des gestes d'une délicatesse surprenante, commença à l'ouvrir. « Mon petit frère s'appelle Lucas. Il a de la fièvre depuis 3 jours. Maman ne se réveille plus depuis hier soir. J'ai essayé de l'aider, mais je ne sais pas comment faire. » Le sang d'Alexandre se glaça. D'un geste, il fit signe à Juliette d'approcher, tandis qu'il s'agenouillait lui-même près d'Élodie, soudain conscient de la gravité potentielle de la situation. « Qu'est-ce que tu veux dire, Élodie ? Ta maman ne se réveille plus ?» L'enfant ouvrit complètement le sac, révélant son contenu,
Un bébé enveloppé dans une couverture usée, au visage rougi par la fièvre, respirant faiblement. Autour de lui, des boîtes de médicaments, des ordonnances froissées et une carte d'identité. « Mon Dieu !» s'exclama Juliette, portant sa main à sa bouche en découvrant le bébé. Alexandre Beaumont resta un instant figé devant ce spectacle inimaginable. Le petit être qui respirait, faiblement dans ce sac de fortune, semblait si fragile, si vulnérable. Son visage rougi par la fièvre contrastait avec la pâleur de ses petites mains. À côté de lui, les ordonnances et médicaments témoignaient d'une situation médicale préoccupante. Juliette appelait immédiatement le docteur Leroy, ordonna-t-il, retrouvant instantanément son autorité naturelle. « Dites-lui que c'est une urgence absolue. » La gouvernante s'exécuta sans hésiter, sortant son téléphone tout en se dirigeant vers une autre pièce. Alexandre se tourna vers Élodie, dont le visage reflétait un mélange de soulagement et d'épuisement. « Et ta maman, Élodie, où est-elle maintenant ?»« À la maison, » répondit la petite fille, ses yeux bleus soudain voilés par l'inquiétude. « Elle est dans son lit. J'ai essayé de la réveiller ce matin, mais elle n'ouvrait pas les yeux. Elle respire, mais tout doucement. J'ai vu les médicaments sur la table de nuit. Il y en avait beaucoup. Alors, j'ai pris Lucas et j'ai mis tous les papiers importants dans le sac, comme maman me montrait pour quand on devait aller chez le docteur. » Alexandre sentit un frisson lui parcourir l'échine. La situation était encore plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Sans perdre un instant, il prit son téléphone et composa un numéro. « Marc, c'est moi, » dit-il à son chef de sécurité. « J'ai besoin d'une équipe médicale d'urgence à... » Il se tourna vers Élodie. « Quelle est votre adresse exacte, Élodie ?» La petite fille récita l'adresse avec une précision étonnante pour son âge, témoignant d'une maturité forcée par les circonstances. 75 rue des Peupliers, appartement 14, 3e étage, à Clichy, répéta Alexandre dans le téléphone. Possible tentative de situation d'urgence médicale. La porte est-elle fermée à clé, Élodie? Non, monsieur. J'ai juste tiré la porte en partant. Je n'ai pas de clé. La porte n'est pas verrouillée, confirma-t-il à Marc. Faites. Vite et tenez-moi informé minute par minute. Pendant ce temps, Laurent avait pris l'initiative d'examiner doucement le bébé, révélant une expérience que son métier de garde du corps ne laissait pas soupçonner. « Il est déshydraté », constata-t-il avec inquiétude, et sa fièvre semble très élevée. « Vous vous y connaissez ?» demanda Alexandre surpris. « J'étais infirmier militaire avant de travailler dans la sécurité, monsieur, » expliqua brièvement Laurent. « Il faudrait le rafraîchir en attendant le médecin, et lui donner un peu d'eau, si possible. »« Juliette » appela Alexandre. La gouvernante réapparut instantanément. « Préparez de l'eau fraîche, des serviettes propres, et amenez-les dans le petit salon. Laurent va s'occuper du bébé en attendant le docteur. » Avec une délicatesse inattendue pour un homme de sa stature, Laurent souleva le petit Lucas et le porta vers le salon adjacent, suivi de près par Élodie qui refusait de quitter son frère des yeux. Alexandre resta en arrière un instant, ramassant les documents éparpillés. La carte d'identité de Claire Moreau attira son attention. Il l'examina attentivement et soudain, un éclair de reconnaissance traversa son regard. Claire Moreau. Bien sûr. Comment avait-il pu l'oublier? Elle avait travaillé pour sa fondation humanitaire quelques années auparavant, avant qu'il ne la restructure. Une jeune femme brillante, dévouée, qui coordonnait les programmes d'aide aux familles monoparentales en difficulté. Une ironie, cruelle qu'elle se retrouve aujourd'hui dans la situation même qu'elle s'employait à combattre. Les ordonnances médicales racontaient une histoire troublante. Antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères. Un parcours médical chaotique ces derniers mois, avec des consultations auprès de plusieurs psychiatres. Et pour le bébé, des traitements pour une bronchiolite récurrente, insuffisamment soignée. Alexandre rejoignit le petit salon, où Laurent avait installé Lucas sur un canapé en velours d'un bleu profond, contrastant violemment avec la fragilité du bébé. Avec des gestes précis, l'ancien infirmier appliquait des compresses fraîches sur le front et les poignets de l'enfant. « Il faut lui donner un peu d'eau », expliqua-t-il à Juliette, qui venait d'apporter un plateau. Juste quelques gouttes sur les lèvres, très doucement. Élodie s'était assise au bord du canapé, tenant la main minuscule de son frère dans la sienne. Son visage exprimait un mélange de fatigue et de soulagement, comme si le poids qu'elle portait depuis trop longtemps
venait enfin d'être partagée. « Tu as été très courageuse, Élodie, » dit doucement Alexandre en s'asseyant près d'elle. « Comment as-tu su venir jusqu'ici » La petite fille leva vers lui ses grands yeux bleus, si semblables à ceux de sa mère. « Maman avait une photo de vous dans ses papiers importants, » expliqua-t-elle. « Elle disait toujours que si un jour elle ne pouvait plus s'occuper de nous, je devais aller voir Monsieur Beaumont à Neuilly parce que vous comprendriez. Elle a écrit votre adresse sur un papier dans mon cahier d'école. Ce matin, quand j'ai vu que Lucas était encore plus chaud et que maman ne se réveillait pas, j'ai pris le bus comme elle m'avait montré pour aller à l'école. Ensuite, j'ai demandé mon chemin. » Alexandre sentit son cœur se serrer. L'idée que cet enfant de 6 ans ait traversé une partie de Paris, traînant son petit frère malade dans un sac, parce que sa mère lui avait désigné comme ultime recours, le bouleversait profondément. « Ta maman et toi, vous vivez seuls avec Lucas ?» demanda-t-il doucement. Élodie hocha la tête. « Papa est parti quand maman attendait Lucas. Il a dit qu'il ne voulait pas d'un autre enfant. Après, maman a perdu son travail parce qu'elle était trop fatiguée pour y aller tous les jours. Elle pleurait beaucoup. Elle disait qu'elle était désolée de ne pas être une bonne maman. Mais ce n'est pas vrai, ajouta-t-elle avec une conviction touchante. C'est la meilleure des mamans. » Le docteur Leroy arriva à cet instant, interrompant ce récit déchirant. Petit homme vif aux cheveux blancs et à la barbiche soignée, c'était le médecin personnel d'Alexandre depuis des années, un homme de confiance dont la discrétion n'avait d'égal que la compétence. « Où est le patient » demanda-t-il sans préambule, posant sa mallette médicale. Laurent s'écarta pour laisser place au médecin, qui examina Lucas avec des gestes précis et rapides. Le silence s'installa, seulement rompu par le tic-tac d'une pendule ancienne et le bruissement des instruments médicaux. Déshydratation sévère, forte fièvre, infection respiratoire, diagnostiqua finalement le docteur Leroy. Il faut l'hospitaliser. Immédiatement. J'ai déjà appelé la clinique Saint-Joseph, intervint Juliette. Ils préparent une admission en urgence. Alexandre hocha la tête en signe d'approbation. La clinique Saint-Joseph était l'un des établissements privés les plus réputés de Paris, où il siégeait au conseil d'administration. « Qu'en est-il de la mère » demanda le docteur Leroy, se tournant vers Alexandre. « Une équipe est en route pour son domicile, » répondit-il gravement. « Possible overdose médicamenteuse. » Le médecin hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « Je vais accompagner le petit à la clinique. Il aura besoin d'une perfusion et d'antibiotiques. » Sans délai. Élodie, qui avait écouté cet échange avec une attention soutenue malgré son jeune âge, s'agrippa soudain à la manche d'Alexandre. « Vous allez aider maman aussi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, ses yeux implorants reflétant une inquiétude déchirante. « Elle est juste très fatiguée et très triste. Elle dit que parfois, elle voudrait dormir pour toujours, mais je sais qu'elle ne veut pas vraiment ça. Elle nous aime. » Alexandre s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de la petite fille, prenant ses mains dans les siennes. Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, s'étaient adoucis d'une manière que même Juliette, qui le connaissait depuis des années, n'avait jamais observée. « Je te promets, Élodie, que je vais tout faire pour aider ta maman, » dit-il avec une sincérité qui le surprit lui-même. « Elle va recevoir les meilleurs soins possibles, tout comme ton petit frère. » Le téléphone d'Alexandre vibra à cet instant. C'était Marc, son chef de sécurité. « Monsieur, nous avons trouvé Madame Moreau. Elle est inconsciente, mais vivante. Les ambulanciers sont en train de la stabiliser. D'après les premiers examens, il s'agit bien d'une ingestion massive de médicaments, mais ils ont bon espoir si l'intervention est rapide. Faites-la transférer directement à Saint-Joseph, » ordonna Alexandre. « J'ai déjà prévenu la direction. Elle doit recevoir les meilleurs soins, coûte que coûte. » Il se tourna ensuite vers Élodie, dont le visage s'était légèrement illuminé à l'écoute de ces nouvelles. « Ta maman va être emmenée dans le même hôpital que ton petit frère, » expliqua-t-il doucement. « Les médecins vont prendre soin d'elle. »« Je peux aller les voir » demanda la petite fille, l'espoir perçant dans sa voix. « Bien sûr, » répondit Alexandre. « Mais d'abord, je pense que tu as besoin de te reposer un peu, de manger quelque chose. Tu as fait un très long voyage aujourd'hui. » C'est à cet instant qu'il remarqua vraiment l'état d'épuisement de l'enfant. Ses paupières luttaient pour faire rester ouvertes. Son petit corps semblait sur le point de s'effondrer. « Juliette, pourriez-vous préparer un bain et un repas pour Élodie et trouver des vêtements propres ?»« J'ai déjà demandé à Marie de préparer la chambre bleue, »
répondit la gouvernante avec efficacité. « Je vais m'occuper d'elle pendant que vous gérez la situation. » Les ambulanciers arrivèrent pour transporter Lucas à la clinique, suivi de près par le docteur Leroy. Alexandre assura à Élodie qu'elle pourrait voir son frère très bientôt et la confia aux soins attentifs de Juliette. Resté seul dans le salon, Alexandre Beaumont contempla les papiers éparpillés qu'il avait rassemblés. Parmi eux, il découvrit un petit carnet à la couverture usée. En l'ouvrant, il reconnut immédiatement l'écriture soignée de Claire Moreau, devenue plus tremblante dans les dernières pages. Les mots qui s'étalèrent devant lui racontaient une descente aux enfers, la dépression post-partum après la naissance de Lucas, l'abandon par le père de ses enfants, la perte d'emploi, les factures impayées, les nuits sans sommeil, la honte de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, la culpabilité écrasante de se sentir défaillante comme mère. Et puis, sur les dernières pages, les mots qui glaçaient le sang, « Ils méritent tellement mieux que moi. Je ne suis plus qu'un fardeau pour eux. Élodie est si forte, si intelligente. Elle saura quoi faire. J'ai laissé les instructions. Alexandre Beaumont se souviendra peut-être de moi, de notre travail ensemble. Il comprendra. Il aidera mes enfants quand je ne serai plus là. » Alexandre referma lentement le carnet, le cœur lourd. Les mots de Claire résonnaient en lui comme un écho douloureux, ravivant des souvenirs enfouis depuis longtemps. Il se rappelait maintenant avec une clarté déconcertante. Claire Moreau n'avait pas été une simple employée parmi d'autres. Elle avait été l'âme de son projet humanitaire le plus ambitieux, celui qu'il avait abandonné 3 ans auparavant pour se concentrer sur le développement international de son groupe. La Fondation Lumière, créée pour soutenir les familles monoparentales en difficulté, un projet né d'une impulsion personnelle qu'il avait fini par délaisser, comme tant d'autres choses dans sa vie, quand les impératifs financiers et la pression des actionnaires avaient repris le dessus. Et Claire avait été licenciée lors de la restructuration, comme des dizaines d'autres employés. Une simple ligne dans un rapport de ressources humaines qu'il avait signé sans même le lire entièrement. « Monsieur ?» La voix de Juliette le tira de ses pensées. « Élodie est installée. Elle mange un peu, mais elle est épuisée. Je pense qu'elle s'endormira vite. »« Merci, Juliette, » répondit-il absent. Puis, après un silence, « Savez-vous pourquoi j'ai créé la Fondation Lumière ?» La gouvernante parut surprise par cette question inattendue. « Pour l'image du groupe, je suppose, la responsabilité sociale des entreprises est devenue incontournable ces dernières années. » Alexandre eut un sourire triste. « C'est ce que tout le monde a cru, même au sein du conseil. » D'administration, la vérité est bien différente. Il se leva et se dirigea vers la bibliothèque qui occupait tout un pan de mur. D'un geste précis, il fit glisser un panneau dissimulé, révélant un petit coffre-fort qu'il ouvrit rapidement. Il en sortit un cadre photo qu'il tendit à Juliette. La photo en noir et blanc montrait une jeune femme au sourire lumineux, tenant dans ses bras un petit garçon d'environ 5 ans. Leur ressemblance était frappante, les mêmes yeux, le même sourire. « Ma mère », expliqua Alexandre, sa voix trahissant une émotion inhabituelle. « Élisabeth Beaumont, ou plutôt Élisabeth Legrand avant son mariage. Elle a élevé seule mon frère et moi pendant des années, après que notre père nous ait abandonnés. Elle travaillait comme femme de ménage dans 4 maisons différentes pour nous nourrir. Je l'ai vue s'épuiser jour après jour, refuser des soins médicaux pour elle-même pour pouvoir nous acheter des livres scolaires. » Juliette observait son employeur avec stupéfaction. Jamais en 15 ans de service il ne s'était confié ainsi. « Je n'en avais aucune idée, » murmura-t-elle. « Vous n'avez jamais parlé de mes origines ? » « Non. » Il reprit le cadre et le contempla un instant. « L'histoire officielle, celle que racontent les magazines économiques, c'est que j'ai hérité d'une petite entreprise textile de mon grand-père et que j'en ai fait un empire. La vérité était que ma mère a économisé toute sa vie pour m'envoyer dans une grande école de commerce. J'ai obtenu un prêt étudiant et j'ai travaillé jour et nuit. Mon grand-père n'a rien laissé d'autre que des dettes. » Il reposa doucement le cadre dans le coffre. La Fondation Lumière devait être mon hommage à ma mère, décédée l'année où j'ai fait ma première entrée au CAC 40. Elle n'a jamais vu la fortune qu'elle m'a permis de bâtir. Le silence qui suivit cette révélation était chargé d'émotions retenues. Juliette comprenait maintenant pourquoi son patron avait accepté de recevoir Élodie, pourquoi il s'impliquait personnellement dans cette situation.
Ce n'était pas seulement une question de charité ou de responsabilité, c'était une résonance profonde avec sa propre histoire. « Et votre frère ?» osa-t-elle demander, consciente de s'aventurer sur un terrain qu'elle n'avait jamais exploré auparavant. Le visage d'Alexandre se ferma instantanément. « Thomas n'a pas eu ma chance, il a pris un chemin différent. Nous avons perdu contact il y a longtemps. » Son téléphone vibra, mettant fin à ce rare moment de confidence. C'était la clinique Saint-Joseph. « Monsieur Beaumont, docteur Meunier, chef du service de pédiatrie. Le petit Lucas Moreau vient d'arriver. Nous avons commencé le traitement pour son infection respiratoire et sa déshydratation. Son état est sérieux mais stable. Avec un traitement adapté, il devrait récupérer complètement. » Et sa mère, s'enquit Alexandre tendu. « Ma collègue du service de réanimation s'en occupe. D'après les premières informations, elle a ingéré une quantité importante d'anxiolytiques et de somnifères. L'intervention a été rapide, ce qui est crucial dans ce type de situation. Les prochaines heures seront déterminantes. Je veux qu'il bénéficie des meilleurs soins possibles, docteur. Aucune restriction budgétaire, aucune limite. Vous avez carte blanche. Bien entendu, monsieur Beaumont. Nous vous tiendrons informé de l'évolution heure par heure. » Alexandre raccrocha, son visage reflétant la gravité de la situation. « Je dois me rendre à la clinique, » décida-t-il. Élodie voudra voir son frère et sa mère dès son réveil. Elle dort profondément maintenant, l'informa Juliette. Le choc, l'épuisement, cette pauvre enfant a vécu des heures terribles. Restez avec elle. Si elle se réveille avant mon retour, expliquez-lui que je suis allé voir sa famille et que je la conduirai à l'hôpital dès que possible. Sur le trajet vers la clinique Saint-Joseph, Alexandre parcourut plus attentivement les documents qu'Élodie avait apportés. Outre les ordonnances et le carnet intime de Claire, il découvrit des factures impayées, des lettres de relance, des avis d'expulsion, un tableau désolant de précarité croissante. Mais ce qui attira particulièrement son attention fut une enveloppe à son nom, scellée, que Claire avait préparée. Il l'ouvrit avec une appréhension grandissante. « Alexandre, si vous lisez cette lettre, c'est qu'Élodie a réussi à vous trouver. Je vous demande pardon de vous imposer ce fardeau, mais vous êtes mon dernier espoir. Quand la fondation a fermé, j'ai perdu plus qu'un emploi. J'ai perdu ma raison d'être. J'étais enceinte de Lucas, abandonnée par son père qui ne voulait pas d'un second enfant. J'ai essayé de tenir pour Élodie, pour ce bébé qui grandissait en moi. Mais les dettes se sont accumulées, les portes se sont fermées une à une. Je ne vous écris pas pour vous faire culpabiliser. Vous avez fait ce que tout chef d'entreprise aurait fait. Protégez votre groupe, vos actionnaires. Je comprends cela. Je vous écris pour mes enfants. Élodie est brillante. Elle lit déjà couramment. Elle comprend les mathématiques avec une facilité déconcertante. Elle mérite une chance, une éducation. Lucas est encore si petit, si fragile. Il a fait de nombreuses bronchiolites depuis sa naissance et je n'ai plus les moyens de payer les traitements adéquats. Je ne vous demande pas de les adopter ou de bouleverser votre vie, juste de veiller à ce qu'ils ne soient pas séparés par les services sociaux, qu'ils puissent grandir, ensemble, avoir une chance. La pension de ma mère à Annecy pourrait peut-être les accueillir. Elle est âgée mais lucide, et elle les aime profondément. Pardonnez-moi de vous abandonner ce fardeau, je n'ai plus la force de continuer. Claire. La voiture s'arrêta, devant l'entrée de la clinique, mais Alexandre resta un moment immobile, la lettre entre les mains, submergé par les émotions contradictoires qui l'assaillaient. Culpabilité, colère contre lui-même, compassion et une détermination nouvelle qui prenait racine au fond de lui. Dans les couloirs immaculés de la clinique Saint-Joseph, le contraste avec l'appartement délabré de Clichy qu'il imaginait était saisissant. Ici, tout respirait l'excellence médicale, le confort, la sécurité, tout ce que l'argent pouvait acheter. Et il avait toujours considéré cela comme normal, comme acquis. Le docteur Meunier l'accueillit personnellement et le conduisit d'abord au service de pédiatrie. Dans une chambre individuelle, le petit Lucas dormait paisiblement, relié à plusieurs machines. Sa respiration semblait déjà plus régulière et la fièvre avait légèrement baissé. « Il répond bien aux antibiotiques », expliqua le médecin. Son infection était sévère mais pas résistante, heureusement. Il souffre de malnutrition légère et d'anémie, signe d'une situation précaire qui dure depuis plusieurs mois. Mais les enfants ont une capacité de récupération remarquable.
Avec une alimentation adaptée et un suivi médical, il se rétablira complètement. Alexandre observa le bébé endormi, frappé par sa ressemblance avec Élodie. Les mêmes boucles blondes, le même nez délicat. Ces enfants qui avaient failli tout perdre en une nuit. Et leur mère, demanda-t-il, redoutant la réponse. Le pot, Dr Meunier l'accompagna au service de réanimation, où Claire Moreau était maintenue sous surveillance constante. Son visage, pâle, encadré de cheveux blonds ternes, portait les marques d'une souffrance prolongée. Des cernes profonds, des joues creusées, une maigreur inquiétante. À 32 ans, elle en paraissait 10 de plus. L'intoxication médicamenteuse était grave, expliqua la docteure Rousseau, chef du service. Nous avons procédé à un lavage gastrique et mis en place un traitement pour protéger son foie des dommages causés par les médicaments. Elle est stable, mais encore inconsciente. Les analyses sanguines révèlent une anémie sévère et des carences nutritionnelles importantes. Elle n'a probablement pas mangé correctement depuis longtemps, privilégiant sans doute l'alimentation de ses enfants. « Va-t-elle se rétablir ?» demanda Alexandre, fixant ce visage qu'il reconnaissait à peine. « Physiquement, oui, avec du temps. Et des soins appropriés. Psychologiquement. » La médecin hésita. La tentative était clairement planifiée, pas impulsive. Elle aura besoin d'un suivi psychiatrique intensif et d'un soutien considérable. Son dossier médical indique une dépression post-partum non traitée, qui s'est aggravée, compliquée par une situation sociale extrêmement précaire. Alexandre hocha la tête, absorbant ces informations avec une douleur sourde. Il se souvenait de Claire Moreau à la Fondation, dynamique, souriante, passionnée par son travail auprès des familles en difficulté. Jamais il n'aurait imaginé qu'elle-même se retrouverait dans une situation si désespérée. « J'aimerais être informé immédiatement de tout changement dans son état, » demanda-t-il. « Et je souhaite qu'elle bénéficie d'une chambre individuelle dès que son état le permettra. »« Bien sûr, monsieur Beaumont, » acquiesça la docteure. « Puis-je vous demander quel est votre lien avec madame Moreau ?» Alexandre hésita un instant. Quel était leur lien exactement? Ancien employeur? Responsable indirect de sa situation? La réponse jaillit, surprenante mais sincère. Elle est une amie en difficulté, et je n'ai pas été là quand elle avait besoin de moi. De retour dans sa voiture, Alexandre prit une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais celle de nombreuses autres personnes. Il appela son assistant personnel. « Pascal, annulez tous mes rendez-vous pour la semaine. Et contactez Maître Dubois. J'ai besoin de le voir demain à la première heure. Il s'agit de relancer la Fondation Lumière, mais avec une toute autre ampleur. » La nuit était déjà bien avancée quand il regagna sa demeure. Juliette l'attendait dans le hall, l'inquiétude marquant son visage habituellement impassible. « Comment vont-ils » demanda-t-elle immédiatement. « Stable. Le petit devrait se rétablir rapidement. Pour Claire, ce sera plus long. » Il hésita. « Élodie ?» Elle s'est réveillée il y a 1 heure, paniquée. Elle a mis du temps à se rappeler où elle était. Je lui ai expliqué que vous étiez allé voir sa mère et son frère et qu'ils recevaient des soins. Elle a insisté pour vous attendre. Alexandre suivit Juliette jusqu'au petit salon. Élodie était assise sur le canapé, vêtue d'un pyjama, visiblement trop grand pour elle, probablement emprunté au placard des vêtements de secours que Juliette gardait pour les invités imprévus. Ses cheveux humides du bain récent encadraient son visage d'une auréole dorée. Elle tenait entre ses mains une tasse de chocolat chaud dont elle n'avait visiblement bu que quelques gorgées. Quand elle aperçut Alexandre, ses yeux s'animèrent, d'une lueur d'espoir et d'appréhension mêlée. « Monsieur Beaumont, comment vont maman et Lucas ?» Alexandre s'approcha doucement d'Élodie et s'assit à côté d'elle sur le canapé, cherchant soigneusement ses mots. Comment expliquer une situation si complexe à une enfant de 6 ans sans l'effrayer davantage, mais sans lui mentir? « Ton petit frère va déjà beaucoup mieux, » commença-t-il avec un sourire rassurant. « Les médecins lui ont donné des médicaments pour faire baisser sa fièvre et il dort paisiblement maintenant. Dans quelques jours, il sera complètement guéri. » Le visage d'Élodie s'illumina légèrement, mais son regard restait inquiet. « Et maman ?» Alexandre prit une profonde inspiration. « Ta maman est très fatiguée, Élodie. Les médicaments qu'elle a pris l'ont fait dormir profondément. Les docteurs s'occupent d'elle, mais elle va avoir besoin de beaucoup de repos et de soins pour se sentir mieux. »« Elle va se réveiller bientôt ?» demanda la petite fille,
sa voix trahissant une anxiété que son jeune âge rendait encore plus poignante. « Je l'espère, » répondit-il avec sincérité. « Les médecins font tout leur possible. Mais ce qui est certain, c'est que demain nous irons les voir tous les deux. Tu pourras rester avec ton petit frère et nous attendrons ensemble que ta maman se réveille. » Élodie hocha la tête, semblant accepter cette explication. Puis, avec une maturité déconcertante, elle demanda « Et après? Quand maman ira mieux, où est-ce qu'on ira? Notre appartement ?» Le propriétaire a dit qu'on devait partir bientôt. Il y a des papiers jaunes sur la porte. Alexandre sentit son cœur se serrer. Des avis d'expulsion, une réalité qu'aucun enfant ne devrait connaître. « Ne t'inquiète pas pour ça, » dit-il fermement. « Je vais m'occuper de tout. Toi, ta maman et ton petit frère, vous ne manquerez plus jamais de rien. Vous allez nous aider, comme maman disait, parce que vous êtes un homme gentil au fond. » Cette question innocente frappa Alexandre en plein cœur. Était-il vraiment cet homme gentil dont Claire avait parlé à sa fille, lui qui avait fermé la fondation sans se soucier des conséquences, lui qui s'était laissé absorber par la course au profit et aux acquisitions? « Je vais essayer d'être cet homme gentil, Élodie, » répondit-il doucement. « Je te le promets. » La petite fille le regarda longuement, comme si elle sondait la sincérité de ses paroles avec cette intuition particulière que possèdent parfois les enfants. Puis, satisfaite de ce qu'elle avait lu dans ses yeux, elle hocha la tête et but une gorgée de son chocolat. « Il est l'heure de te reposer maintenant, » intervint Juliette avec douceur. « Tu as eu une journée très difficile, et demain sera important. »« Je peux dormir avec ma poupée ?» demanda Élodie. « Elle est dans le sac avec les affaires de Lucas. » Alexandre réalisa qu'il n'avait pas pensé aux effets personnels que la petite avait pu emporter. « Bien sûr, Juliette va te chercher ta poupée. » Après qu'Élodie eut été reconduite à sa chambre, Alexandre se retrouva seul dans son vaste salon. Le silence qui régnait habituellement dans cette maison lui parut soudain oppressant, presque accusateur. Combien d'années avait-il passé dans ce luxe isolé, coupé des réalités que vivaient des personnes comme Claire Moreau? Il se servit un verre de cognac et sortit sur la terrasse. La nuit était claire, parsemée d'étoiles que la pollution lumineuse de Paris n'arrivait pas totalement à effacer. Quelque part dans cette ville, combien d'autres mères luttaient-elles désespérément pour nourrir leurs enfants? Combien d'autres Élodie traînaient-elles des fardeaux bien trop lourds pour leurs frêles épaules? Son téléphone vibra. C'était un message de la clinique. L'état de Lucas s'améliorait régulièrement. Celui de Claire restait stable. Pas de changement significatif à signaler. Alexandre savait qu'il devrait dormir, se reposer avant la journée chargée qui l'attendait, mais son esprit refusait de s'apaiser. Il passa une partie de la nuit à son bureau, esquissant les contours de ce qui allait devenir son nouveau projet. La Fondation Lumière renaîtrait, mais avec une ambition bien plus grande que sa modeste incarnation précédente. Il ne s'agirait plus simplement d'une vitrine philanthropique pour son groupe, mais d'une véritable institution dédiée à la prévention des situations comme celle de Claire. Aux premières lueurs de l'aube, Juliette le trouva encore à son bureau, entouré de notes et de croquis. Elle lui apporta silencieusement une tasse de café, habituée à ses nuits blanches lorsqu'un nouveau projet le passionnait. « Élodie dort encore », l'informa-t-elle doucement. L'épuisement l'a rattrapée. « Laissons-la se reposer », approuva. « Alexandre, Maître Dubois sera là à 8 heures. Pourriez-vous demander à Laurent de nous conduire à la clinique vers 10 heures? Je voudrais qu'Élodie puisse voir son frère et sa mère ce matin. » Bien sûr, j'ai pris la liberté de commander quelques vêtements pour la petite. Ceux qu'elle portait hier étaient dans un état déplorable. Alexandre acquiesça, reconnaissant. « Merci, Juliette. Pour tout. »« C'est normal, monsieur, » répondit-elle simplement, mais son regard traduisait une approbation sincère pour ce changement qu'elle percevait chez son employeur. Maître Dubois, avocat de la famille Beaumont depuis 3 générations, arriva ponctuellement à 8 heures. Petit homme sec aux tempes grisonnantes et au costume impeccable, il écoutait attentivement pendant qu'Alexandre lui exposait son projet. « Si je comprends bien, » résuma l'avocat après une heure de discussion, « vous souhaitez non seulement relancer la Fondation Lumière, mais lui donner une envergure nationale, avec un budget multiplié par 10, des programmes de soutien psychologique, d'aide au logement, d'accès aux soins et d'éducation pour les familles monoparentales en difficulté. »« Exactement, » confirma Alexandre, « et je veux que cela se mette en place le plus rapidement possible.
La structure juridique existait déjà, il s'agit simplement de la réactiver et de l'élargir. Rien de simple là-dedans, Alexandre. Objecta doucement Maître Dubois, qui le connaissait depuis assez longtemps pour se permettre cette familiarité. Un tel projet va demander des ressources considérables, pas seulement financières, mais humaines. Votre conseil d'administration risque de... Mon conseil d'administration s'alignera sur ma décision, l'interrompit fermement Alexandre. Je détiens toujours la majorité des actions du groupe et j'utiliserai une partie de ma fortune personnelle si nécessaire. L'avocat l'observa par-dessus ses lunettes à monture fine. Puis-je vous demander ce qui motive ce revirement soudain? La Fondation Lumière n'était pas votre priorité ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire. Alexandre hésita, puis décida que la confiance qui les liait méritait une réponse honnête. Une petite fille de 6 ans a traversé Paris en traînant son frère malade dans un sac poubelle pour venir frapper à ma porte. Sa mère, une ancienne employée de la Fondation, a tenté de mettre fin à ses jours écrasés par la précarité. Cet enfant a fait ce que tout mon argent, tout mon pouvoir supposé n'a pas su faire. Elle a agi quand quelqu'un avait besoin d'aide. L'avocat garda le silence un moment, mesurant la profondeur de cette révélation. « Je comprends, » dit-il finalement. « Je vais m'occuper des aspects juridiques immédiatement. Nous pouvons avoir un cadre opérationnel d'ici une semaine et être pleinement fonctionnel dans un mois. » « Parfait. J'ai également besoin de votre aide pour une autre question. » Alexandre lui tendit un dossier. « Je veux régler tous les problèmes juridiques de la famille Moreau, dettes, loyers impayés, avis d'expulsion, et leur trouver un logement convenable dans un quartier sûr, près d'une bonne école pour Élodie. »« Considérez que c'est fait, » assura l'avocat en prenant le dossier. « Et pour leur statut légal actuel, les services sociaux vont inévitablement être impliqués, étant donné les circonstances. »« J'y ai pensé, » acquiesça Alexandre. « Je souhaite obtenir temporairement la garde des enfants pendant la convalescence de leur mère, pour éviter tout placement en foyer. À terme, si Claire accepte, je voudrais proposer à toute la famille de s'installer dans le pavillon au fond du parc, celui qui était prévu pour le gardien, mais que nous n'avons jamais utilisé. » Maître Dubois haussa les sourcils, surpris par l'ampleur de cet engagement personnel. « La garde temporaire est envisageable, avec votre statut et vos ressources, mais cela impliquera des enquêtes sociales, des évaluations. Êtes-vous prêt à ouvrir ainsi votre vie privée? » « S'il le faut, oui, » confirma Alexandre sans hésitation. « Ces enfants ne seront pas séparés de leur mère, ni l'un de l'autre. » L'avocat hocha la tête, reconnaissant dans cette détermination l'Alexandre Beaumont qu'il avait connu plus jeune, avant que le succès et les responsabilités ne l'endurcissent. « Tiens, je m'en occupe personnellement. » À 10 heures, comme prévu, Laurent conduisit Alexandre et Élodie à la clinique Saint-Joseph. La petite fille, vêtue d'une jolie robe bleue et d'un cardigan assorti choisi par Juliette, serrait contre elle une poupée de chiffon élimée qui avait visiblement connu des jours meilleurs. Ses cheveux blonds avaient été soigneusement coiffés et elle arborait un sérieux qui contrastait douloureusement avec son jeune âge. « Est-ce que maman sera réveillée ?» demanda-t-elle, alors que la voiture s'engageait dans le parking de la clinique. « Je ne sais pas, Élodie, » répondit honnêtement Alexandre. « Mais nous allons d'abord voir Lucas, et ensuite nous irons voir ta maman ensemble, d'accord ?» Elle hocha la tête, serrant plus fort sa poupée. Le service de pédiatrie de la clinique Saint-Joseph ressemblait plus à une garderie colorée qu'à un hôpital. Les murs étaient décorés de fresques joyeuses, et même les équipements médicaux semblaient moins intimidants dans ce cadre pensé pour rassurer les jeunes patients. Le petit Lucas avait été installé dans une chambre individuelle, équipée d'un berceau médical transparent, qui permettait de l'observer tout en maintenant un environnement contrôlé. Quand Élodie aperçut son petit frère, son visage s'illumina d'un sourire, le premier véritable sourire qu'Alexandre voyait sur ce visage trop sérieux. Elle courut jusqu'au berceau, où Lucas, bien plus alerte que la veille, agitait ses petites mains. « Bonjour Lucas, c'est moi Élodie !» s'exclama-t-elle, pressant son visage contre la paroi transparente. Le bébé gazouilla en réponse, semblant reconnaître sa sœur. Le docteur Meunier les rejoignit, un sourire bienveillant aux lèvres. « Votre petit frère se porte beaucoup mieux aujourd'hui, Élodie. Sa fièvre a presque disparu et il a très bien mangé ce matin. »« Je peux le prendre dans mes bras ?» demanda-t-elle avec espoir. Le médecin échangea un regard avec Alexandre, puis acquiesça.
Bien sûr, mais juste pour quelques minutes. Il a encore besoin de repos. » Avec des gestes d'une douceur et d'une assurance surprenante, Élodie prit son petit frère dans ses bras quand l'infirmière le lui tendit. Elle s'installa dans un fauteuil et lui parla doucement, lui racontant où ils étaient, lui assurant que tout irait bien maintenant. Alexandre observait cette scène avec émotion. La tendresse et la maturité d'Élodie envers son frère révélaient à quel point elle avait dû assumer des responsabilités bien au-delà de son âge. Une enfant de 6 ans ne devrait pas avoir à porter un tel fardeau. Son rétablissement. « C'est remarquable », commenta le docteur Meunier à voix basse. « Les enfants ont cette capacité étonnante à rebondir quand on leur donne les soins appropriés. Physiquement, il pourra sortir d'ici 3 ou 4 jours. » Et pour sa mère, s'enquit Alexandre, veillant à ce qu'Élodie, absorbée par son frère, ne puisse entendre. Son état s'est stabilisé durant la nuit. Elle respire maintenant sans assistance, ce qui est un signe positif. Mais elle reste inconsciente. Le docteur Rousseau souhaite vous parler à ce sujet. Après avoir laissé Élodie sous la surveillance bienveillante de l'infirmière pédiatrique, Alexandre suivit le médecin jusqu'au service de réanimation. Là, docteur Rousseau l'attendait devant la chambre de Claire, son expression grave suggérant des nouvelles complexes. « Monsieur Beaumont » commença-t-elle sans préambule. « L'état physique de Madame Moreau s'améliore lentement. Nous avons éliminé la plupart des toxines médicamenteuses de son organisme et ses fonctions vitales se stabilisent. Cependant, elle ne se réveille pas, compléta Alexandre, anticipant la suite. Exactement. Et ce n'est pas uniquement dû aux médicaments à ce stade. Nous soupçonnons ce que nous appelons un coma psychogène, une forme de repli psychologique profond. Son esprit refuse en quelque sorte de revenir à une réalité qu'elle perçoit comme intolérable. Alexandre observa Claire à travers la vitre de sa chambre. Son visage émacié semblait paisible, presque serein, comme si ce sommeil profond lui offrait enfin le repos que la vie lui avait refusé. « Combien de temps peut durer cet état » demanda-t-il, la gorge nouée. « C'est impossible à prédire avec certitude » répondit la docteure Rousseau. « Quelques jours, des semaines, parfois plus. Tout dépend de la profondeur du traumatisme psychologique et de la volonté du patient de revenir. Certaines personnes décident inconsciemment de rester dans cet état de protection. Et que pouvons-nous faire? Lui parler, maintenir un contact physique, créer un environnement rassurant. Les recherches montrent que même dans cet état, les patients perçoivent souvent leur environnement à un niveau subliminal. Entendre la voix de ses enfants pourrait l'aider à retrouver le chemin. Alexandre réfléchit un instant. Élodie peut-elle la voir? Oui, mais il faudra la préparer. L'apparence de sa mère, les équipements médicaux, tout cela peut être effrayant pour une enfant. Je m'en occuperai, assura-t-il, et j'aimerais également parler à un psychiatre spécialisé dans ce type de situation. Le meilleur que vous puissiez recommander. La docteure acquiesça. Le professeur Martin du service de psychiatrie est une référence dans le domaine des traumatismes psychologiques. Je vais organiser une consultation dès aujourd'hui. Alexandre entra dans la chambre de Claire. L'atmosphère y était feutrée, rythmée par le bip régulier des moniteurs cardiaques. Il s'approcha du lit et, après une hésitation, prit doucement la main de Claire dans la sienne. Sa peau était chaude, mais terriblement fragile. Les veines, bleutées trop visibles sous l'épiderme pâle. « Claire, » commença-t-il doucement, « c'est Alexandre Beaumont. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, mais je veux que vous sachiez que vos enfants vont bien. Élodie a été incroyablement courageuse. Elle a sauvé Lucas. Ils sont en sécurité maintenant et ils vous attendent. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. Que dire à une femme qui avait préféré quitter ce monde plutôt que d'y rester dans la souffrance? Je sais que la vie vous a semblé insupportable. Je comprends ce désespoir, même si je ne l'ai jamais vécu directement. Mais vos enfants ont besoin de vous, Claire. Personne ne peut vous remplacer dans leur cœur, et je vous promets que vous ne serez plus jamais seule face à ces difficultés. La Fondation Lumière va renaître plus forte, pour aider toutes les personnes dans votre situation. Vous pourrez en faire partie si vous le souhaitez. Un léger tremblement des paupières de Claire lui donna l'impression fugace qu'elle l'entendait, quelque part dans les profondeurs de son inconscient, mais son visage redevint immobile, imperturbable dans son repos forcé. Alexandre quitta la chambre avec un sentiment mitigé. Comment expliquer cette situation à Élodie? Comment lui faire comprendre que sa mère était physiquement présente, mais psychologiquement absente,
sans l'effrayer davantage. Il retrouva la petite fille toujours auprès de son frère. L'infirmière lui avait donné un biberon et Élodie nourrissait Lucas avec une assurance étonnante, lui murmurant des encouragements à chaque gorgée. « Tu t'occupes très bien de lui », remarqua doucement Alexandre en s'approchant. Élodie leva les yeux, un sourire timide éclairant son visage. Maman me laissait toujours lui donner son biberon du soir. Elle disait que j'étais sa petite assistante. Cette simple phrase en disait long sur la dynamique familiale qui s'était instaurée. Une enfant de 6 ans déjà investie de responsabilités d'adulte, devenue le pilier de sa mère fragilisée. « Élodie, » commença Alexandre, en s'asseyant près d'elle, « j'ai vu ta maman. » Le regard de la petite s'illumina d'espoir. « Elle est réveillée? On peut aller la voir ?»« Pas encore réveillée, non, » répondit-il doucement. « Les médecins disent que son corps va mieux, mais que son esprit a besoin de beaucoup de repos. C'est comme si elle dormait très profondément pour se réparer de l'intérieur. » Élodie sembla réfléchir intensément à cette explication. Comme dans les contes, la belle au bois dormant qui attend qu'on vienne la réveiller, Alexandre fut frappé par la justesse de cette comparaison enfantine. Oui, un peu comme ça. Et les médecins pensent que t'entendre, toi et Lucas, pourrait l'aider à se réveiller plus vite. « Je peux lui parler ?» demanda Élodie, soudain, animée d'un nouvel espoir. « Bien sûr. Dès que Lucas aura fini son biberon, nous irons la voir ensemble. Mais je dois te prévenir, Élodie. Ta maman est entourée de machines qui l'aident à aller mieux. Ça peut faire un peu peur, mais elle n'a pas mal, je te le promets. » La petite hocha gravement la tête, semblant assimiler cette information avec une maturité surprenante. « Je n'aurai pas peur, je veux juste que maman se réveille. » Une fois Lucas rendormi, Alexandre accompagna Élodie jusqu'à la chambre de 17 ans, Claire. Il sentit la petite main se crisper dans la sienne lorsqu'elle aperçut sa mère immobile, reliée au moniteur et aux perfusions. Mais après un instant de stupeur, Élodie s'avança résolument vers le lit. « Maman ?» dit-elle d'une voix claire qui contrastait avec les larmes qui commençaient à briller dans ses yeux. « C'est moi, Élodie. J'ai fait comme tu m'as dit. J'ai emmené Lucas chez M. Beaumont et il nous aide. Lucas va beaucoup mieux. Il a presque plus de fièvre. Et moi, je vais bien aussi. » Elle grimpa sur la chaise placée près du lit et prit délicatement la main de sa mère. « Tu dois te réveiller maintenant, maman. On a besoin de toi. Je sais que tu es très fatiguée et très triste, mais ça va aller mieux. Monsieur Beaumont a dit qu'il allait nous aider, et il est gentil, comme tu disais. » Alexandre, témoin silencieux de cette scène déchirante, sentit une émotion intense lui serrer la gorge. La confiance innocente d'Élodie, sa capacité à exprimer un amour si pur, si inconditionnel, contrastait douloureusement avec la dureté du monde qui avait poussé Claire au désespoir. Pendant près d'1 heure, Élodie parla à sa mère, lui racontant leur journée, décrivant la gentillesse de Juliette, la grande maison d'Alexandre, les progrès de Lucas. Elle lui chanta même une berceuse, celle que Claire lui chantait quand elle était plus petite. Et tout au long de ce monologue touchant, elle garda la main de sa mère dans la sienne comme un lien ténu entre 2 mondes. Quand finalement l'épuisement la rattrapa et que ses paupières commencèrent à s'alourdir, Alexandre suggéra doucement qu'il était temps de laisser Claire se reposer. « On reviendra demain, » promit-il, « et tous les jours jusqu'à ce qu'elle se réveille. »« Vous promettez ?» demanda Élodie, soudain anxieuse à l'idée de quitter sa mère. « Je te le promets, » affirma-t-il avec une conviction qui le surprit lui-même. Sur le trajet du retour, Élodie resta silencieuse, regardant défiler le paysage parisien à travers la vitre teintée de la voiture. Ce n'est qu'en arrivant devant la grille de la propriété Beaumont qu'elle posa la question qui semblait la tourmenter. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour Lucas et moi. Alexandre se tourna vers elle, mesurant l'importance de sa réponse. Vous allez rester avec moi jusqu'à ce que votre maman aille mieux. J'ai une petite maison dans le jardin qui sera parfaite pour vous 3 quand elle sortira de l'hôpital. Et en attendant, tu iras dans une école près d'ici et Lucas sera gardé par une nurse que Juliette est en train de recruter. Et nos affaires, mes livres, les jouets de Lucas? Nous irons les chercher demain si tu veux. Mon avocat s'occupe déjà de régler tous les problèmes avec votre appartement pour que vous n'ayez plus à vous inquiéter de rien. Élodie sembla soulagée, mais une ombre persistait dans son regard. Et si maman ne se réveille pas? La question, formulée avec une lucidité douloureuse, frappa Alexandre en plein cœur.
Il prit les petites mains d'Élodie dans les siennes et la regarda droit dans les yeux. « Ta maman va se réveiller, Élodie. Elle a juste besoin de temps. Et quoi qu'il arrive, je te promets que Lucas et toi, vous resterez ensemble. Je veillerai. Personnellement à ce que personne ne vous sépare jamais. » Cette promesse semblait être ce dont la petite fille avait le plus besoin d'entendre. Ses épaules se détendirent légèrement et elle hocha la tête comme si elle venait de sceller un pacte solennel avec cet homme que le destin avait placé sur son chemin. Les jours suivants s'écoulèrent dans un étrange mélange d'attente anxieuse et d'organisation frénétique. Alexandre, tout en maintenant un minimum de présence dans son entreprise, grâce à des visioconférences, consacrait l'essentiel de son temps à mettre en place les fondations de sa nouvelle vie. Maître Dubois avait obtenu une garde temporaire d'Élodie et Lucas, grâce à son influence et à la réputation irréprochable d'Alexandre. Les services sociaux, bien que vigilants, avaient reconnu que ce placement provisoire était dans l'intérêt supérieur des enfants, leur évitant le traumatisme d'un foyer d'accueil. Le pavillon au fond du parc, inutilisé depuis des années, faisait l'objet d'une rénovation accélérée. Architectes et décorateurs travaillaient jour et nuit pour transformer cette demeure de gardien en un véritable foyer chaleureux, adapté aux besoins d'une mère et de 2 jeunes enfants. Parallèlement, la renaissance de la Fondation Lumière prenait forme à une vitesse remarquable. Alexandre avait mobilisé ses meilleures équipes et ouvert les cordons de sa bourse personnelle pour financer ce projet qui lui tenait désormais plus à cœur que tous les contrats commerciaux de son groupe. Chaque jour, Alexandre et Élodie se rendaient à la clinique. Lucas, dont l'état s'améliorait rapidement, avait pu rejoindre la demeure Beaumont au bout de 4 jours, accueilli par une nurse expérimentée recommandée par le docteur Meunier lui-même. Mais Claire restait plongée dans son sommeil mystérieux, insensible en apparence aux appels de sa fille et aux soins intensifs dont elle bénéficiait. Le professeur Martin, éminent psychiatre spécialisé en traumatisme psychologique, avait longuement étudié le cas de Claire après avoir consulté son dossier médical complet et analysé son journal intime avec la permission d'Alexandre. Madame Moreau souffre d'une dépression majeure complexifiée par un syndrome de stress post-traumatique, avait-il expliqué lors d'une réunion avec l'équipe médicale et Alexandre. Le départ du père de ses enfants a été le déclencheur initial, aggravé par la perte de son emploi, puis par l'accumulation de difficultés matérielles. Sa tentative n'était pas impulsive, mais mûrement réfléchie, ce qui explique en partie ce repli psychologique profond. Mais pourquoi ne se réveilla-t-elle pas maintenant que le danger immédiat est écarté, avait demandé Alexandre. La culpabilité, probablement, avait répondu le psychiatre. Une mère qui envisage de quitter ses enfants, même par désespoir, s'inflige une condamnation morale terrible. Son inconscient la protège peut-être d'avoir à affronter cette culpabilité. Il y a aussi la peur, peur de se retrouver dans la même situation, peur de ne pas être à la hauteur, peur de faire encore plus de mal à ses enfants. Comment la ramener? En créant un pont entre son monde intérieur et la réalité extérieure. Un pont fait de sécurité, d'acceptation, de pardon. Elle doit sentir, au plus profond d'elle-même, qu'il existe une alternative viable à la souffrance qu'elle a connue. C'est ainsi qu'Alexandre avait commencé à parler quotidiennement à Claire, lui racontant les progrès de ses enfants, les transformations du pavillon, la renaissance de la fondation. Il lui lisait parfois des passages de livres qu'Élodie lui avait indiqués comme étant les préférés de sa mère. D'autres fois, il lui jouait de la musique classique sur son téléphone, Debussy, dont le nom était apparu plusieurs fois, dans son journal. Un matin, alors qu'Élodie était à l'école, Alexandre l'avait inscrite dans un excellent établissement privé du quartier, il se retrouva seul au chevet de Claire. La semaine précédente avait été particulièrement intense. Lucas avait fait ses premiers pas sous les applaudissements de toute la maisonnée. Élodie avait brillamment réussi son premier contrôle dans sa nouvelle école et le pavillon était enfin prêt à accueillir la famille Moreau. « Vous savez, Claire, dit-il doucement, en tenant sa main comme il en avait pris l'habitude, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire dans ma vie. Pour la première fois depuis des décennies, je me sens vivant, vraiment vivant. Pas juste existant à travers des chiffres, des contrats, des acquisitions. » Il marqua une pause, surpris par sa propre confession. « Vos enfants m'ont appris,
Plus en 2 semaines que toutes mes années à Harvard Business School. Élodie m'a demandé hier pourquoi j'avais une si grande maison pour moi tout seul, et je n'ai pas su quoi lui répondre. La vérité, c'est que je l'ai achetée comme on collectionne des trophées, sans jamais me demander si elle me rendrait heureux. Alexandre poursuivit sa confidence, sa voix se faisant plus douce, presque intime. Le pavillon est terminé, Claire. Vous seriez étonnée de voir à quel point il est devenu chaleureux. Élodie a choisi les couleurs de sa chambre. Un bleu ciel avec des étoiles peintes au plafond. Pour Lucas, nous avons créé une jungle fantastique avec des animaux souriants sur les murs. Et votre chambre, elle donne sur le jardin avec une petite terrasse privée. J'ai fait installer une bibliothèque après qu'Élodie m'ait dit combien vous aimiez lire. Il regarda le visage immobile de Claire, cherchant le moindre signe de réaction. La Fondation Lumière renaît aussi. J'ai embauché une équipe de psychologues, d'assistants sociaux, de conseillers financiers. Nous allons créer un réseau national de soutien pour les familles monoparentales en difficulté. Et j'aimerais que vous en fassiez partie. Quand vous serez prête, votre expérience serait inestimable. Un léger frémissement des paupières de Claire attira son attention. Était-ce une réaction à ses paroles ou un simple réflexe involontaire? Encouragé, il continua. Vous savez ce qu'Élodie m'a dit hier? Que vous lui lisiez un poème chaque soir avant de dormir, même aux moments les plus difficiles. Elle me l'a récité, celui de Prévert, pour toi, mon amour. Elle le connaît par cœur, Claire. Ces moments que vous pensiez peut-être insuffisants, ces petites traditions que vous avez maintenues malgré tout, ce sont eux qui l'ont nourrie, bien plus profondément que vous ne l'imaginez. Les doigts de Claire tressaillirent légèrement dans sa main. Alexandre se redressa, soudain plus attentif. Ce n'était pas son imagination. Quelque chose changeait. Claire? Vous m'entendez? Les paupières de la jeune femme frémirent à nouveau, plus distinctement cette fois. Ses doigts exercèrent une faible pression sur ceux d'Alexandre. « Claire, si vous m'entendez, serrez ma main, » demanda-t-il doucement. Une légère pression, indéniable cette fois, lui répondit. Le cœur d'Alexandre s'accéléra. Il pressa le bouton d'appel près du lit, tout en continuant à parler. « C'est bien, Claire, continuez. Vos enfants vous attendent. Élodie sera tellement heureuse de vous parler. Et Lucas, il a fait ses premiers pas il y a 3 jours. Il est si fier de lui. » Les yeux de Claire s'ouvrirent enfin, papillonnant contre la lumière douce de la chambre. Son regard, d'abord flou et désorienté, se fixa lentement sur Alexandre. La reconnaissance s'y dessina progressivement, suivie d'une confusion évidente. « Alexandre, Beaumont », murmura-t-elle d'une voix rauque, à peine audible après ces semaines de silence. « Oui, Claire, tout va bien. Vous êtes à l'hôpital, mais vous êtes en sécurité. » Une soudaine panique traversa son regard. « Mes enfants, Élodie, Lucas, ils vont bien, » la rassura-t-il immédiatement. « Ils sont en parfaite santé. Élodie est à l'école en ce moment, et Lucas est avec sa nurse chez moi. Ils vous attendent. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire, coulant silencieusement sur ses joues creusées par les semaines d'hospitalisation. « J'ai essayé de... Comment ont-ils... » « Élodie a été extraordinaire, » expliqua doucement Alexandre. « Elle a amené Lucas jusqu'à ma porte. Cette petite fille a traversé la moitié de Paris avec son frère malade pour vous sauver tous les... 3. » Le visage de Claire se décomposa sous le poids de la culpabilité. « Mon Dieu, qu'ai-je fait? Ma petite fille. Comment ai-je pu... » L'équipe médicale arriva à cet instant, interrompant cet échange émotionnel. La docteure Rousseau, visiblement satisfaite de voir Claire consciente, demanda poliment à Alexandre de quitter la chambre pendant qu'il procédait à un examen complet. Dans le couloir, Alexandre appela immédiatement Juliette pour lui annoncer la nouvelle. « Claire s'est réveillée. Pouvez-vous prévenir l'école d'Élodie? Je viendrai la chercher moi-même pour l'emmener voir sa mère cet après-midi. » La joie dans la voix habituellement réservée de Juliette était palpable. Quelle merveilleuse nouvelle! Élodie sera tellement heureuse. Je vais tout organiser. Après, une attente qui lui parut interminable, la docteure Rousseau ressortit de la chambre, le visage à la fois soulagé et préoccupé. « Comment va-t-elle » demanda immédiatement Alexandre. Physiquement, elle se remet bien. Ses fonctions cognitives semblent intactes. Elle est parfaitement lucide et orientée. Mais psychologiquement, la médecin hésita. Elle est submergée par la culpabilité. C'est une réaction normale dans ces circonstances,
mais elle aura besoin d'un accompagnement psychiatrique intensif. Le professeur Martin va la voir dès cet après-midi. Puis-je lui reparler? Brièvement. Elle est épuisée par ce réveil et nous allons bientôt lui administrer des sédatifs légers pour qu'elle puisse se reposer. Mais je pense que votre présence lui est bénéfique. Alexandre retourna dans la chambre. Claire semblait plus éveillée maintenant, soutenue par des oreillers qui la maintenaient en position semi-assise. Son regard, bien que toujours voilé par la fatigue et l'émotion, était plus présent. « Les médecins disent que vous vous remettez bien », commença-t-il en s'asseyant près d'elle. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demanda Claire directement, sa voix plus ferme. « Pourquoi vous occupez-vous de mes enfants? Est-ce de la culpabilité, parce que vous avez fermé la fondation ?» La question était directe, presque accusatrice, mais Alexandre y vit un signe. Positif. Claire retrouvait sa force, son esprit critique. « Au début, peut-être, » admit-il honnêtement, « quand j'ai réalisé qui vous étiez, ce que la fermeture de la fondation avait pu signifier pour vous, mais très vite, c'est devenu bien plus que ça. Vos enfants, Claire, ils m'ont touché d'une façon que je ne peux pas expliquer. Ils m'ont rappelé ce qui compte vraiment, ce que j'avais oublié depuis si longtemps. » Claire l'observa attentivement, cherchant la sincérité dans ses paroles. « Je me souviens de vous à la fondation. Vous passiez en coup de vent, toujours pressé, toujours distant. Les employés vous appelaient l'iceberg. » Alexandre ne put s'empêcher de sourire à cette révélation. Un surnom mérité, j'en ai peur. « Et maintenant, qu'attendez-vous de nous ?»« Rien, répondit-il simplement. Je veux juste vous aider à reconstruire votre vie, vous et vos enfants. Nous avons préparé un logement pour vous trois dans ma propriété, un pavillon indépendant. Vous y resterez aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que vous soyez prête à voler de vos propres ailes à nouveau. Et si vous le souhaitez, il y aura une place pour vous à la nouvelle Fondation Lumière. » Claire détourna le regard, fixant la fenêtre qui laissait entrevoir un ciel parisien inhabituellement bleu. « Je ne mérite pas cette seconde chance, » murmura-t-elle. « J'ai failli abandonner mes enfants. Quelle mère fait ça ?»« Une mère qui souffrait tellement qu'elle ne voyait plus d'issue, » répondit doucement Alexandre. « Le professeur Martin dit que vous êtes malade, Claire. La dépression est une maladie, pas une faiblesse. Vous allez recevoir les soins dont vous avez besoin et vous allez guérir. Vos enfants vous aiment inconditionnellement. Ils ne vous jugent pas. » Une larme roula sur la joue de Claire. « Élodie, comment va-t-elle vraiment? Elle doit être tellement traumatisée. » Elle est incroyablement résiliente. Elle s'est adaptée à sa nouvelle école avec une facilité surprenante. Elle se fait déjà des amis. Elle parle de vous tous les jours, elle dessine des images, de votre future maison ensemble. Elle n'a jamais douté un instant que vous reviendriez. Cette évocation sembla apaiser momentanément Claire et Lucas, un véritable petit explorateur maintenant qu'il a découvert la marche. Il a retrouvé toutes ses forces et son appétit. Il vous ressemble beaucoup, vous savez. Il a vos yeux. Un faible sourire éclaira enfin le visage de Claire, le premier depuis son réveil. « Quand pourrais-je les voir ?»« Cet après-midi même. Je vais chercher Élodie à l'école et je l'amènerai ici avec Lucas. Les médecins sont d'accord. » Claire hocha la tête, visiblement émue par cette perspective. Puis son regard s'assombrit à nouveau. « Et après, quand je sortirai d'ici ?»« Une étape à la fois, » conseilla Alexandre. « Pour l'instant, concentrez-vous sur votre rétablissement. Le reste viendra naturellement. Mais je vous promets une chose, Claire. Vous ne serez plus jamais seule face à vos difficultés. Quoi que vous décidiez pour votre avenir, je serai là pour vous soutenir, vous et vos enfants. » L'infirmière entra à ce moment, signalant qu'il était temps pour Claire de se reposer. Alexandre se leva, promettant de revenir dans quelques heures avec Élodie et Lucas. Dans la voiture qui le ramenait vers Neuilly, Alexandre sentit une émotion nouvelle l'envahir, un mélange de soulagement profond et d'anticipation joyeuse à l'idée d'annoncer la nouvelle à Élodie. En 3 semaines, cette petite fille était devenue le centre de son univers, bouleversant toutes ses priorités, toutes ses certitudes. À l'école privée Sainte-Marie, la directrice en personne accueillit Alexandre, informée de la situation exceptionnelle par Juliette. Élodie attendait dans son bureau, son petit visage reflétant une inquiétude mêlée d'espoir. « Monsieur Beaumont, il s'est passé quelque chose? Maman va bien ?» Alexandre s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, prenant ses petites mains dans les siennes.
Élodie, j'ai une merveilleuse nouvelle. Ta maman s'est réveillée ce matin. Le visage de la petite fille s'illumina d'une joie si pure, si intense, qu'elle semblait irradier de l'intérieur. C'est vrai, elle est réveillée, elle a parlé? Oui, ma chérie, elle a parlé, elle a demandé de tes nouvelles et de celles de Lucas. Elle attend de vous voir tous les deux cet après-midi. Élodie se jeta dans ses bras avec une spontanéité qui le prit par surprise. C'était la première fois qu'elle manifestait une telle effusion envers lui. Il la serra contre lui, ému par cette confiance absolue qu'elle lui témoignait. « On peut y aller maintenant, s'il vous plaît ?»« Bien sûr, Laurent nous attend. Nous allons d'abord chercher Lucas à la maison et ensuite direction l'hôpital. » Sur le trajet vers la propriété Beaumont, Élodie bavardait avec une excitation qu'Alexandre ne lui avait jamais vue, énumérant tout ce qu'elle voulait raconter à sa mère. Sa nouvelle école, ses amis, la grande bibliothèque de la maison d'Alexandre, le jardin où elle jouait avec Lucas. À la propriété, Juliette les attendait avec Lucas, déjà habillé d'une jolie salopette bleue et d'un petit gilet assorti. Le bébé gazouilla joyeusement en voyant Élodie, tendant ses petits bras vers elle. « Il est tout beau pour voir maman », s'extasia Élodie en embrassant son frère. Le trajet jusqu'à la clinique Saint-Joseph se déroula dans une atmosphère de joyeuse anticipation. Alexandre observait Élodie qui chantonnait doucement pour Lucas, lui expliquant qu'ils allaient voir maman, que tout irait bien maintenant. La maturité de cet enfant ne cessait de l'étonner, une maturité forgée dans l'adversité, mais qui n'avait heureusement pas éteint sa capacité d'émerveillement et de joie. À l'hôpital, le professeur Martin les attendait. Il prit Alexandre à part un instant avant de les laisser entrer dans la chambre de Claire. « Madame Moreau est émotionnellement fragile, » expliqua-t-il. « Ses retrouvailles vont être intenses. J'ai suggéré une légère sédation pour éviter une réaction trop bouleversante, mais elle a refusé. Elle veut être pleinement présente pour ses enfants. »« Compréhensible, » approuva Alexandre. « Je veillerai à ce que la visite reste calme. »« Une autre chose, » ajouta le psychiatre. « La culpabilité qu'elle ressent est écrasante. Il faudra du temps et beaucoup de soutien pour qu'elle se pardonne. Ne soyez pas surpris si elle semble distante ou submergée à certains moments. » Alexandre acquiesça conscient de la complexité de la situation. Puis il rejoignit Élodie, qui attendait impatiemment, tenant fermement la main de son petit frère. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Élodie hocha vigoureusement la tête, ses yeux brillants d'anticipation. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre, Claire était assise dans son lit, visiblement anxieuse. Son visage s'illumina en voyant ses enfants, mais ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. « Maman !» s'écria Élodie en courant vers le lit. Elle grimpa habilement sur le bord et se blottit contre sa mère, enfouissant son visage dans son cou. « Tu es réveillée. Je savais que tu te réveillerais. » Claire serra sa fille contre elle avec une intensité qui trahissait tout ce qu'elle ne pouvait exprimer par des mots. Remords, amour, gratitude, soulagement. Ses larmes coulaient librement maintenant, mouillant les cheveux blonds d'Élodie. « Ma !»« Chérie, ma courageuse petite fille !» murmura-t-elle d'une voix brisée par l'émotion. « Pardonne-moi, je suis tellement désolée. »« C'est pas grave, maman, » répondit Élodie avec cette simplicité désarmante propre aux enfants. « Tu étais très malade, mais maintenant, tu vas guérir. Monsieur Beaumont a préparé une jolie maison pour nous, et je vais dans une nouvelle école avec un grand jardin. » Alexandre s'approcha doucement, portant Lucas qui s'agitait, visiblement impatient de rejoindre sa mère et sa sœur. « Quelqu'un d'autre attend impatiemment de vous voir, Claire. » En voyant son petit garçon, le visage de Claire s'illumina davantage. Alexandre déposa délicatement Lucas près d'elle, et le bébé se blottit immédiatement contre sa poitrine, comme s'il reconnaissait instinctivement celle qui lui avait donné la vie. « Mon petit ange », murmura Claire, en caressant ses boucles blondes, « tu as tellement grandi. » Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, une mère et ses deux enfants réunis après une épreuve qui aurait pu les séparer à jamais. Alexandre se tenait en retrait, témoin silencieux de ces retrouvailles qu'il avait contribué à rendre possible. Claire leva finalement les yeux vers lui, son regard exprimant une gratitude au-delà des mots. « Merci » articula-t-elle silencieusement. Alexandre hocha simplement la tête, touché par l'intensité de ce moment. Quelque chose de profond était en train de changer en lui, une métamorphose amorcée par l'arrivée inattendue d'une petite fille déterminée à sa porte
et qui continuait à se déployer jour après jour, redéfinissant complètement sa vision de la vie, du succès, du bonheur. La visite se poursuivit dans une atmosphère douce et émotive. Élodie raconta à sa mère tous les événements des dernières semaines, depuis son périple à travers Paris jusqu'à sa nouvelle vie chez Monsieur Alexandre, comme elle avait commencé à l'appeler. Claire écoutait, parfois souriante, parfois au bord des larmes, caressant alternativement les cheveux d'Élodie et les joues potelées de Lucas. 2 mois s'étaient écoulés depuis ce réveil de Claire. L'automne parisien habillait maintenant le parc de la propriété Beaumont de teintes dorées et cuivrées, créant un tableau impressionniste autour du pavillon que la famille Moreau avait investi 6 semaines auparavant. Claire, debout sur la petite terrasse de sa chambre, observait Élodie qui jouait dans les feuilles mortes avec Lucas. Les rires des enfants montaient jusqu'à elle, cristallins dans l'air frais du matin. Un sourire apaisé flottait sur ses lèvres, un sourire qui aurait semblé impossible quelques mois plus tôt. Le chemin de la guérison n'avait pas été facile. Les séances bi-hebdomadaires avec le professeur Martin continuaient, explorant les racines profondes de sa dépression, démêlant les chevaux complexes de traumatisme, de perte et d'abandon qui l'avaient conduite au bord du précipice. Le traitement médicamenteux soigneusement ajusté l'aidait à stabiliser son humeur. Mais plus que tout, c'était la sécurité retrouvée, l'absence de cette peur constante du lendemain, qui lui permettait enfin de respirer. Alexandre avait tenu toutes ses promesses, et même au-delà. Non seulement il avait offert un toit et une stabilité à sa famille, mais il avait également créé pour Claire un poste sur mesure à la nouvelle Fondation Lumière, un travail à temps partiel qui lui permettait de se reconstruire professionnellement, tout en restant disponible pour ses enfants. La Fondation elle-même dépassait toutes les espérances initiales. En 2 mois à peine, elle avait déjà pris en charge plus de 50 familles monoparentales en situation critique, offrant un soutien global, logement d'urgence, aide juridique, soutien psychologique, formation professionnelle. Le modèle était si novateur qu'il attirait l'attention des médias et des pouvoirs publics. Alexandre avait mobilisé non seulement sa fortune personnelle, mais aussi son réseau d'influence pour faire de ce projet une réussite exemplaire. Claire entendit des pas derrière elle et se retourna. Alexandre se tenait à l'entrée de la terrasse, un plateau de petit déjeuner à la main. « Juliette m'a dit que vous n'étiez pas descendu manger, » dit-il avec un sourire. « Alors j'ai pensé vous apporter ceci. » Claire l'accueillit avec un sourire reconnaissant. Ces petites attentions, cette bienveillance constante mais jamais étouffante, caractérisaient leur relation depuis son retour de l'hôpital. « Merci, Alexandre. Je me suis laissé distraire par la beauté du matin. Et par ces 2 petits monstres qui semblent avoir une énergie inépuisable, ajouta-t-elle en indiquant ses enfants qui s'amusaient maintenant à construire un monticule de feuilles. Alexandre déposa le plateau sur la petite table en fer forgé et s'approcha de la balustrade pour observer la scène. Élodie est extraordinaire avec son frère. Elle a cette patience, cette tendresse innée. Elle a dû grandir trop vite, murmura Claire, une ombre de culpabilité traversant brièvement son regard. À 6 ans, elle assumait déjà des responsabilités d'adulte. Et pourtant, elle reste profondément une enfant, observa Alexandre. Regardez comme elle rit, comme elle s'émerveille. Sa résilience est stupéfiante. Claire acquiesça, émue. Puis, après un moment de silence confortable, elle se tourna vers lui. « J'ai pris une décision, Alexandre. J'aimerais augmenter mon temps de travail à la Fondation. Je me sens prête maintenant. Le docteur Martin est d'accord. » Le visage d'Alexandre s'éclaira. « C'est une excellente nouvelle, Claire. Votre expérience est inestimable pour notre équipe, et votre témoignage résonne profondément auprès des familles que nous accompagnons. Ce n'est pas facile de partager mon histoire, admit Claire. La honte est encore là parfois, mais si cela peut aider d'autres personnes à ne pas atteindre ce point de non-retour, votre courage inspire tout le monde à la Fondation, affirma Alexandre avec sincérité. Vous transformez votre expérience douloureuse en force pour les autres, c'est remarquable. Claire but une gorgée du café qu'il avait apporté, savourant sa chaleur réconfortante. J'ai une autre idée que j'aimerais vous soumettre. J'y pense depuis quelques jours. Je vous écoute. Nous nous concentrons beaucoup sur l'aide matérielle et psychologique, ce qui est essentiel.
Mais je pense que nous devrions également développer un volet plus préventif. Elle hésita, cherchant ses mots, une sorte de système d'alerte précoce pour identifier les signes avant-coureurs avant que la situation ne devienne critique. Alexandre. Elle l'observait avec une attention soutenue, visiblement intéressée. Claire, encouragée, poursuivit. Si quelqu'un avait remarqué ma détresse plus tôt, si j'avais eu un endroit où parler sans jugement, peut-être que les choses auraient été différentes. Je pensais à un réseau de veilleurs, des professionnels formés pour repérer les signaux d'alarme dans les écoles, les services sociaux, les cabinets médicaux, et une ligne d'écoute disponible jour et nuit. « C'est brillant, Claire », répondit Alexandre, visiblement enthousiaste. « Agir en amont, avant que la crise n'éclate. Nous pourrions collaborer avec des chercheurs pour développer des outils d'évaluation du risque, former des intervenants. » Claire sourit, touchée par sa réaction. C'était l'une des qualités qu'elle avait découvertes chez Alexandre ces derniers mois, sa capacité à s'enflammer pour une idée, à voir immédiatement son potentiel et à mobiliser les ressources nécessaires pour la concrétiser. « Je vais en parler à l'équipe dès aujourd'hui, » décida-t-il. « Et je voudrais que vous dirigiez ce projet, Claire. Personne n'est mieux placé que vous pour le faire. » Elle le regarda, surprise par cette proposition. « Moi ? Diriger un projet de cette envergure ? Absolument. Vous avez l'expérience personnelle, la formation professionnelle et surtout, vous avez cette sensibilité unique, cette compréhension profonde de ce que vivent ces familles. » Claire se sentit submergée par l'émotion. Quelques mois plus tôt, elle était au fond du gouffre, convaincue de n'être qu'un fardeau pour tous. Et aujourd'hui, on lui proposait de prendre la tête d'un projet qui pourrait sauver des vies. « J'accepte », dit-elle simplement, sa voix légèrement tremblante. Ils restèrent un moment silencieux, contemplant ensemble les enfants qui jouaient en contrebas. Puis Claire reprit doucement. « Il y a quelque chose que je me demande depuis longtemps, Alexandre. Pourquoi faites-vous tout cela? Je comprends la fondation. C'est un héritage de votre mère, une façon d'honorer sa mémoire. Mais pourquoi? Nous avoir accueillis ainsi, Élodie, Lucas et moi, ce pavillon, ces opportunités, cette seconde chance, c'est tellement plus que ce que quiconque aurait fait. » Alexandre réfléchit un instant, cherchant visiblement à formuler une réponse sincère. Quand Élodie est arrivée ce jour-là, traînant ce sac noir avec son petit frère à l'intérieur, quelque chose s'est brisé en moi. Une sorte de barrière que j'avais construite année après année, séparant ma vie professionnelle réussie de mes échecs personnels. Il marqua une pause, son regard se perdant dans le lointain. « J'ai divorcé il y a 15 ans. Ma femme disait que j'étais émotionnellement absent, trop obsédé par la réussite, incapable de construire une véritable intimité. Elle avait raison. Je n'ai jamais eu d'enfant. Le travail passait toujours avant tout. Et puis un jour, je me suis retrouvé au sommet, exactement là où je voulais être, mais terriblement seul. Cette maison immense, vide de sens. Cette fortune que je continuais d'accumuler sans savoir pourquoi. » Claire l'écoutait avec attention, découvrant un homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu, malgré leurs années à travailler pour la même organisation. Et puis, Élodie est arrivée, poursuivit-il, un sourire éclairant son visage. Cette petite fille qui avait tout risqué par amour pour sa famille. Elle m'a rappelé qui j'étais avant de devenir l'iceberg. Elle m'a rappelé pourquoi j'avais créé la Fondation Lumière à l'origine. Pas pour l'image, pas pour les avantages fiscaux, mais parce que je savais au fond de moi ce que c'était que de grandir dans l'insécurité. « Vous vous êtes reconnu en elle, » murmura Claire, comprenant soudain. « D'une certaine façon, oui. Et en vous aussi, Claire. Cette lutte quotidienne pour la dignité, ce refus d'abandonner jusqu'au point de rupture. Ma mère était comme ça. Alors, pour répondre à votre question, je fais tout cela parce que, pour la première fois depuis des décennies, je me sens vivant, utile, connecté à quelque chose qui dépasse les bilans financiers et les acquisitions stratégiques. » Claire fut touchée par cette confession inattendue. Elle voyait maintenant l'homme derrière le masque du puissant industriel, un homme qui, comme elle, cherchait un sens à son existence. « Vous nous avez sauvés, » dit-elle doucement. « Mais, d'une certaine façon, je crois qu'Élodie vous a sauvé aussi. » Alexandre sourit, acquiesçant silencieusement. Puis, comme pour alléger l'atmosphère soudain chargée d'émotions, il ajouta « D'ailleurs, elle m'a annoncé ce matin qu'elle avait décidé que je serais son papy de cœur,
puisqu'elle n'en a pas de vrai. J'ai apparemment l'âge parfait pour ce rôle honorifique. » Claire éclata de rire. « Elle ne manque pas d'audace. J'espère que ça ne vous a pas vexé. Au contraire, » répondit-il avec une sincérité désarmante. « C'est probablement le plus beau titre qu'on m'ait jamais offert. » Leur conversation fut interrompue par Élodie qui les appelait depuis le jardin. « Maman, monsieur Alexandre, venez voir la cabane de feuilles qu'on a construite pour Lucas. »« On arrive, » répondit Claire. Elle se tourna vers Alexandre. « Merci pour le petit déjeuner et pour tout le reste. » Ils descendirent ensemble rejoindre les enfants dans le jardin automnal. Le soleil perçait à travers les nuages, créant des rayons dorés qui illuminaient le parc. Claire observa Élodie qui prenait la main d'Alexandre pour le guider vers la cabane de feuilles. Lucas qui trottinait maladroitement derrière eux, et elle sentit une paix profonde l'envahir. La vie avait failli s'arrêter dans cet appartement de Clichy quelques mois plus tôt. Et pourtant, par un miracle orchestré par le courage d'une petite fille et la générosité d'un homme que le destin avait placé sur leur chemin, elle continuait, plus riche et plus pleine de promesses qu'elle n'aurait osé l'imaginer. 5 ans plus. Tard, l'amphithéâtre de la Sorbonne était comble pour l'inauguration du premier congrès international sur la prévention de la détresse familiale. Sur l'estrade, Claire Moreau-Beaumont ajustait son microphone, prête à prononcer le discours d'ouverture en tant que directrice générale de la Fondation Lumière, devenue une référence mondiale dans son domaine. Au premier rang, Alexandre applaudissait avec fierté, entouré d'Élodie, maintenant une préadolescente rayonnante de 11 ans, et de Lucas, un petit garçon vif de 6 ans. À leur côté, Juliette et Laurent, devenus bien plus que des employés, une véritable famille élargie qui avait grandi ensemble au fil des années. « Mesdames et messieurs, » commença Claire, « il y a 5 ans, j'étais au fond du gouffre, convaincu que ma vie et celle de mes enfants n'avaient plus d'issue. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour témoigner qu'il existe toujours un chemin vers la lumière, si nous avons le courage de tendre la main et si la société est prête à la saisir. » Son regard croisa celui d'Alexandre puis celui d'Élodie et elle sourit. Ce sourire racontait toute leur histoire, le désespoir, le courage, la renaissance, et enfin l'amour qui avait fleuri lentement, naturellement, entre elle et Alexandre, scellé par leur mariage 2 ans plus tôt. Notre fondation a accompagné plus de 2000 familles depuis sa création. 2000 histoires qui auraient pu se terminer dans la tragédie et qui continuent aujourd'hui dans l'espoir. Nous avons créé un réseau de veille qui couvre maintenant 3 pays, formé des centaines de professionnels, établi des protocoles d'intervention précoce qui sont devenus des standards internationaux. Les chiffres étaient impressionnants, mais ce n'étaient pas eux qui faisaient briller les yeux d'Alexandre avec tant de fierté. C'était la femme extraordinaire que Claire était devenue, forte, inspirante, transformant sa blessure la plus profonde en source de guérison pour d'autres. Mais au-delà des statistiques, ce qui compte vraiment, ce sont les vies transformées. Et tout a commencé par un acte de courage pur, celui d'une petite fille de 6 ans qui a traversé Paris avec son frère malade, déterminée à trouver de l'aide. Cette petite fille, ma fille Élodie, nous a enseigné la plus précieuse des leçons. Parfois, il suffit qu'une seule personne refuse d'abandonner pour que tout change. Élodie rougit sous les applaudissements qui saluèrent cette évocation. Elle était devenue l'emblème de la Fondation, l'incarnation vivante de cette résilience que Claire évoquait dans son discours. Aujourd'hui, nous inaugurons ce congrès avec un message d'espoir et de responsabilité collective. Personne ne devrait avoir à porter seul le poids de la précarité, de la maladie mentale, de l'isolement. Nous sommes tous, potentiellement, ce pont qui peut ramener quelqu'un vers la lumière. Le regard de Claire balaya l'assemblée, puis revint se poser sur sa famille. Lucas, niché contre Alexandre, lui fit un petit signe de la main. Élodie, droite et attentive, l'écoutait avec une intensité qui rappelait cette détermination farouche qui les avait sauvés. Je vous invite maintenant à découvrir le projet qui nous tient particulièrement à cœur, le réseau Élodie, du nom de ma fille, un système d'alerte précoce qui permettra d'identifier et d'accompagner les familles en détresse avant qu'elles n'atteignent le point de rupture. Car chaque main tendue est une vie potentiellement sauvée. Chaque regard attentif est une lumière. Dans l'obscurité, les journées qui suivirent furent intenses,
riches en échanges et en projets. Mais le moment qui resta gravé dans la mémoire de tous fut sans doute la table ronde finale, où Élodie, avec une maturité étonnante pour son âge, témoigna de son expérience. « Je n'étais qu'une petite fille », conclut-elle devant un auditoire, émue aux larmes. « Mais je savais une chose avec certitude. Ma famille méritait une chance. Alors j'ai pris mon courage et j'ai fait ce qui me semblait juste. Aujourd'hui, je voudrais dire à tous les enfants qui vivent des situations difficiles, vous n'êtes pas responsable des problèmes des adultes, mais vous avez le droit de demander de l'aide. Et aux adultes, je voudrais dire, écoutez-nous. Parfois, nous voyons des solutions que vous ne voyez plus. » Ce soir-là, dans le jardin de leur maison, ils avaient quitté la propriété Beaumont 2 ans plus tôt pour un foyer bien à eux, plus modeste, mais chaleureux. Claire contemplait les étoiles avec Alexandre, leurs doigts entrelacés, dans un geste devenu naturel au fil des années. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour où je me suis réveillée à l'hôpital » demanda-t-elle doucement. « Que tu voulais juste nous aider à reconstruire notre vie sans rien attendre. » En retour, Alexandre sourit, serrant légèrement sa main. La vie a parfois des plans différents des nôtres. Tu ne pouvais pas savoir que tu finirais par épouser la femme dépressive que tu as sauvée et par devenir le père de ses enfants, plaisanta-t-elle, mais avec une tendresse qui ôtait toute amertume à ses paroles. Je ne pouvais pas savoir que je trouverais une famille quand je ne cherchais qu'à réparer une injustice, corrigea-t-il doucement. Je ne pouvais pas savoir que ce petit bout de femme déterminée avec son sac noir changerait non seulement ma vie, mais celle de milliers d'autres personnes. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant les bruits familiers de leur maison. Lucas qui riait devant un dessin animé, Élodie qui jouait quelques notes au piano qu'Alexandre lui avait offert pour son 10e anniversaire. « J'ai une surprise pour toi », dit finalement Claire. Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité le projet d'extension internationale. La Fondation Lumière va ouvrir des antennes à Bruxelles et à Genève l'année prochaine. Le visage d'Alexandre s'illumina. « C'est merveilleux, je savais que ta présentation les convaincrait. Ce n'est pas tout, poursuivit-elle, un sourire mystérieux aux lèvres. J'ai aussi une nouvelle plus personnelle. » Quelque chose dans son ton attira toute l'attention d'Alexandre. « Je t'écoute, dit-il, soudain plus sérieux. Claire prit sa main et la posa doucement sur son ventre. Dans environ 7 mois, Élodie et Lucas auront un petit frère ou une petite sœur. Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent de surprise, puis s'embuèrent d'émotion. À 57 ans, il n'avait jamais imaginé devenir père biologique, après avoir embrassé avec tant de bonheur son rôle de père adoptif pour Élodie et Lucas. « Tu es sûr ?» balbutia-t-il, visiblement bouleversé. Claire hocha la tête, les yeux brillants. « Absolument certaine. Le docteur l'a confirmé hier. Je voulais attendre le bon moment pour te l'annoncer. » Alexandre l'attira contre lui, trop ému, pour parler. Ils restèrent ainsi enlacés sous le ciel étoilé, contemplant le chemin parcouru et celui qui s'ouvrait devant eux, un chemin qu'ils n'auraient jamais imaginé 5 ans plus tôt. À l'intérieur de la maison, la voix claire d'Élodie s'éleva, appelant sa mère et son beau-père pour le dîner. Ce simple appel, si ordinaire dans son quotidien familial, résonnait comme le plus beau des accomplissements, la preuve vivante que même des vies brisées pouvaient être reconstruites, plus fortes et plus riches qu'avant. Claire et Alexandre échangèrent un regard complice avant de rentrer main dans la main rejoindre leurs enfants. Le sac noir d'autrefois était depuis longtemps oublié, remplacé par des valises de voyage, des cartables d'écoliers, des mallettes de conférenciers, tous les symboles d'une vie qui avançait, qui construisait, qui espérait. Car c'était, là peut-être, la plus belle leçon de leur histoire. Quand un enfant refuse d'abandonner, quand un adulte choisit de tendre la main, c'est tout un avenir qui s'ouvre, non seulement pour eux, mais pour tous ceux que leur exemple inspirera. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que cette histoire d'Élodie, Claire et Alexandre vous a touché au plus profond de votre cœur. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des récits tout aussi captivants. Trouvez-la en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime à cette vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et la beauté de la résilience humaine. Ne manquez pas nos prochains contenus.
Nous attendons vos commentaires avec impatience.